Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des débuts de l'Empire romain. Je vous rappelle que lorsque Rome a été fondée en 753 avant Jésus-Christ par Romulus, Rome était une monarchie. Elle est restée une monarchie jusqu'en 509 avant Jésus-Christ, lorsqu'elle est devenue une république, et elle va rester une république pendant près de 500 ans. Eh bien, le dernier régime politique, le dernier système politique que Rome va connaître, c'est celui de l'Empire, avec un empereur, ce aussi pendant près de 500 ans. L'événement qui va déclencher le début de l'Empire romain, eh bien, c'est l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ. Sur ce tableau, vous voyez une scène qui se passe au Sénat romain. Je vous rappelle le Sénat, les 300 personnes les plus importantes de Rome, qui sont tous des anciens magistrats issus des grandes familles. Donc cette scène, elle se passe au Sénat. À droite, on voit les sièges des sénateurs et on voit certains sénateurs qui sont au fond du tableau, qui tiennent dans leurs mains des épées. Ces sénateurs, ils viennent de tuer Jules César. Nous sommes en 44 avant Jésus-Christ. Ils viennent de tuer Jules César. Le corps, le cadavre de Jules César est au premier plan, à gauche, et à gauche du tableau, on voit également le siège de Jules César, son trône renversé par terre. Eh bien, après l'assassinat de Jules César en 44, il va y avoir une nouvelle opposition entre deux groupes principaux. D'abord, il y a les partisans de César. Et oui, je vous rappelle que Jules César était très populaire. C'était un grand général, un général victorieux qui avait notamment réalisé la conquête de la Gaule. Il était très riche, il avait triomphé de tous ses ennemis, et en particulier de Pompée. Donc il gardait beaucoup de partisans, même au Sénat. Et puis d'un autre côté, il y avait les opposants à César, ce sont les défenseurs de la République, qui avaient décidé de le faire assassiner parce qu'ils craignaient que Rome devienne une tyrannie. Et je vous rappelle que Jules César s'était fait nommer dictateur pour 1 an, puis pour 10 ans, et puis à la fin, même dictateur à vie. Donc ce groupe d'opposants avait raison de craindre que Jules César devienne un tyran. Et ce groupe d'opposants, il était constitué notamment autour de Brutus, le fils adoptif de Jules César. Il voulait donc renforcer les pouvoirs du Sénat. Et bien, entre ces deux groupes, c'est le groupe des partisans de César, le premier groupe qui va l'emporter. Et ça va être le début d'un deuxième triumvirat, d'un deuxième accord entre 3 hommes. Vous vous souvenez, le premier triumvirat, c'était entre César, Crassus et Pompée. Eh bien là, un nouveau triumvirat entre 3 hommes, Octave, Marc-Antoine et Lépide. Et parmi ces 3 hommes, il y en a surtout 2 qui sont très importants, ce sont Octave et Marc-Antoine. Lépide, il va devenir de moins en moins important. Retenons donc Octave et Marc-Antoine. Marc-Antoine, c'est un général romain, lieutenant de Jules César. Et Octave, c'est un jeune homme, vous voyez, il a seulement 20 ans au début du triumvirat. Il a fait la guerre avec Jules César en Espagne et César l'a repéré et mis sur son testament comme son fils adoptif. Ces 3 hommes, ils vont se diviser l'Empire romain. Vous voyez ici, tout ce qui est colorié, c'est l'Empire romain à l'époque du début du deuxième triumvirat, donc, qui est construit donc, tout autour de la mer Méditerranée, que les Romains appellent la mer intérieure. Alors, tous les territoires qui sont en violet, ils vont être pour Octave. On dit que Octave va avoir l'Occident. L'Occident, c'est l'Ouest. Tous les territoires qui sont en vert vont aller à Marc-Antoine. Marc-Antoine va donc avoir l'Orient. L'Orient, c'est l'Est. Et Lépide, vous voyez, il va avoir un petit peu les côtes d'Afrique du Nord en marron. Alors, le problème, c'est que Marc-Antoine, qui a donc eu l'Est, il va tomber amoureux de la belle reine Cléopâtre, la reine égyptienne qui avait déjà été l'amante de Jules César pendant près de 10 ans. Il va tomber amoureux de la reine Cléopâtre et ça va faire scandale, non seulement parce que Marc-Antoine est marié avec la sœur d'Octave, qui s'appelle Octavie, mais surtout parce que la reine Cléopâtre n'est pas romaine. Et donc, à Rome, on va commencer à dire que Marc-Antoine devient un oriental qui devient un vrai étranger. Et finalement, la tension va monter entre Octave et Marc-Antoine. Et il va y avoir une guerre, une bataille entre eux.
entre d'un côté les troupes d'Octave et de l'autre côté les troupes de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Cette grande bataille, c'est la bataille d'Actium, en 31 avant Jésus-Christ. C'est une bataille navale que vous voyez illustrée sur ce tableau. On voit que c'est un combat bien violent et on voit bien la puissance de Rome. Vous voyez que Rome a les bateaux les plus grands par rapport aux troupes de Cléopâtre. Donc les troupes de Cléopâtre, c'est le bateau qui est en train de sombrer. Donc à l'issue de cette bataille, eh bien, qui a été gagnée par Octave, Octave va avoir de plus en plus de pouvoir. Octave va s'imposer progressivement. Il va d'abord être nommé Imperator. Imperator, ça donnera empereur, c'est un titre que l'on donne à un général victorieux. Puis quelques années plus tard, il va être nommé Princeps. Princeps, c'est le nom de prince du Sénat. Ça veut dire qu'au Sénat, c'est Octave qui donne son avis en premier. Et donc il dit aux autres ce qu'ils doivent penser, pourquoi ils doivent voter. Et un peu plus tard, encore quelques années plus tard, Octave va recevoir le titre d'Auguste. Auguste, c'est un titre très prestigieux à Rome. C'est un nom qui signifie un guide vénéré. C'est seulement les dieux qui recevaient ce nom à cette époque. C'est un nom qui lui est donné donc par le Sénat. Et donc Auguste va fonder l'Empire romain en 27 avant Jésus-Christ. Donc la République reste en place. Ça veut dire qu'il y a toujours les mêmes institutions, il y a toujours les magistrats, il y a toujours le Sénat, mais en pratique, Auguste se fait accorder tous les pouvoirs d'un empereur. Vous voyez ça sur le document de gauche. On voit qu'il a le pouvoir politique, c'est lui le seul consul qui fait les lois, qui décide qui fait partie du Sénat. C'est aussi le chef des armées, il a le pouvoir militaire. Donc avec son titre d'impérator, c'est lui qui commande ou contrôle les provinces, c'est lui qui décide de faire la guerre et la paix. Il a aussi le pouvoir judiciaire, c'est lui qui peut juger ou rejuger tous les procès. C'est un pouvoir très important. Et puis enfin, il a le pouvoir religieux, c'est le chef de la religion des Romains et il y a un culte de l'empereur. Ça veut dire qu'il est considéré presque comme un dieu, l'empereur. Voilà. Le règne d'Auguste, vous voyez qu'il va durer de 27 avant Jésus-Christ à moins 14. Donc ça fait une longue période, une période de près de 40 ans. Eh bien, ça va être une période de paix où Auguste va consolider les frontières et il va stabiliser l'Empire. Et ça va être très important parce que pendant longtemps, eh bien, il y avait eu des guerres internes pour savoir qui aurait le pouvoir. Il y avait eu des périodes d'anarchie. Et donc, ça va être très important pour Rome d'avoir une stabilité. Après Auguste, donc en 14 après Jésus-Christ, il va y avoir un nouveau roi, un nouvel empereur qui s'appelle Tibère. Donc, Tibère, ça va être le début d'un groupe d'empereurs. Vous voyez sur la frise ici, Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron. Ce sont tous les empereurs qui se sont succédés. Ça va être le début d'un groupe d'empereurs un petit peu particulier pour Rome. Tibère, c'était un très bon gestionnaire, ça veut dire qu'il gérait très bien la ville de Rome, mais il était peu aimé par le peuple, parce qu'il n'a pas fait beaucoup de conquêtes, ni de prestigieuses constructions. C'était pas un grand guerrier, ni un grand bâtisseur. Et c'était un tyran qui était très soupçonneux. Il avait toujours peur qu'on complote contre lui, qu'on veuille le chasser du pouvoir. Et donc pour ça, il a vécu en exil pendant longtemps. Il vivait seul à Capri, vous voyez, dans une très grande forteresse, très difficile d'accès. Et il a eu tout de même un long règne, donc de 23 ans. Donc il était seul dans son palais de Capri la plupart du temps, il allait rarement à Rome. Et il prenait les décisions là-bas. Après Tibère, vous voyez qu'il y a eu un règne un peu plus court de quelqu'un de très particulier qui s'appelle Caligula. Alors Caligula, donc je me suis trompé sur les dates, c'est de 37 à 41 avant Jésus-Christ. Donc il n'a régné que 4 ans. Et au bout de ces 4 ans, il a été assassiné. Caligula, c'était un empereur très extravagant, ça veut dire très original, très bizarre.
Caligula décorait son cheval d'un collier de perles, par exemple, et il voulait le faire nommer consul. Caligula a aussi eu la drôle d'idée d'organiser des combats avec des gladiateurs de 80 ans. Vous imaginez que c'est quand même très cruel. Et puis aussi d'autres combats des gladiateurs avec des sénateurs. Vous imaginez des sénateurs de grandes familles de Rome qui ne l'aimaient pas et qu'il les faisait combattre au cirque. Après Caligula, il y a eu un empereur Claude, et puis il y a eu Néron. Néron, lui aussi, un empereur très curieux et même sanguinaire, assoiffé de sang. L'empereur Néron a fait assassiner son frère Britannicus. Il avait peur qu'il prenne le pouvoir. Son précepteur, c'est celui qui lui donnait des cours, qui s'appelait Sénèque, c'est un grand philosophe, et sa propre mère, Agrippine, parce qu'il pensait que c'était une rivale pour lui. Un jour, pendant le règne de Néron, il y a eu un grand incendie dans Rome, sans doute dû à un accident, et puis Rome était construit en grande partie en bois, donc Rome a facilement brûlé, qui a détruit 20% de la ville de Rome, une grosse partie de la ville de Rome. Néron a été accusé de l'avoir causé pour son propre plaisir, et lui, il a accusé les chrétiens de l'avoir déclenché, cet incendie, et il s'est suicidé alors qu'il était sur le point de se faire assassiner. Au moment où il est mort, Néron a eu une phrase qui est restée célèbre. Il a dit « Quel grand artiste meurt avec moi ». Vous le voyez d'ailleurs représenté ici sur son balcon, donc dans le palais de Rome, et on voit à côté de lui une lyre, parce que Néron se prenait pour un grand artiste. Voilà. Néron, c'est le dernier empereur de la dynastie des Julio-Claudiens. Vous voyez, c'est le premier groupe d'empereurs qui commence avec Auguste, qui va jusqu'à Néron. Et donc je m'arrête là dans cette vidéo. La prochaine fois, je vous parlerai d'autres empereurs qui ont été importants pour la ville de Rome. Au revoir.